Bertrand, bonjour. Bonjour mec. Merci d'avoir accepté l'invitation pour Dans le Carré. Bertrand, on te connaît, tu es même, je pense, un des 4 ou 5 joueurs les plus connus du monde. Quand tu regardes un peu en arrière et que tu te rappelles du jeune homme que tu étais quand tu es parti en Corée avec les cheveux rouges pour essayer de vivre de ta première passion qui était les jeux vidéo, et que quelques années plus tard, aujourd'hui tu es une star du poker mondial, tu es l'un des rares personnes à avoir fait le triple crown. Quand tu regardes toutes ces années, tu te dis quoi? Tu te dis beau parcours, tu as eu de la chance, que le meilleur est à venir, c'est quoi que tu te dis en premier? C'est sûr que je pense que j'ai eu de la chance quand même, c'est le poker, mais je me dis que ouais, je suis assez fier de ce que j'ai fait, mais j'espère que le meilleur est encore à venir et j'espère que ce n'est que le début parce que ouais. Quelle période t'as préférée dans tout ça? Est-ce qu'il y a une période que t'as vraiment adorée, plus qu'une autre dans tout ton chemin? C'est difficile à dire, mais je pense que le début de chaque période, en fait, je pense que c'était mieux. Par exemple, genre les premières années à Séoul, les premières années à jouer au poker, je pense que c'était même si j'adore encore jouer au poker, j'adore ce que je fais, c'était le plus excitant, et c'est là où j'ai eu le plus de réussite aussi. Peut-être que c'était un petit peu pour ça aussi, mais je pense que les 2 premières années à jouer aux jeux vidéo, à StarCraft, où j'avais fait deuxième au Cyber Games, après j'avais fait demi-finale des plus gros tournois StarCraft au monde, et après les 3 premières années de jeu au poker professionnellement aussi, je pense que c'était le meilleur. Est-ce que le fait que tu aies été numéro 1 mondial, considéré par le classement GPI comme numéro 1 mondial, tu es toujours considéré comme étant un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde. Est-ce que ça fait quoi? Ça met de la pression ou c'est que du plaisir? C'est un peu les deux, mais j'aime bien la pression. J'ai toujours bien aimé la pression. En fait, j'adore ces situations où il y a la tension et la pression. Je trouve que c'est un peu. Comment expliquer ça? Je me sens plus envie. En fait, ça me donne plus envie et c'est quelque chose qui me. Ouais, je me sens mieux quand il y a de la pression et et je peux pas rester dans des périodes trop longues où il y a rien de trop important qui se passe. D'un autre côté, c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux, mais j'aime bien les situations où il y a beaucoup de pression c'est plus de pression qu'autre chose parce que la pression c'est du plaisir pour moi, donc il n'y a pas de problème. C'est ce qui te permet d'aller plus loin, la pression? Ouais, c'est ce qui me motive le plus aussi, et ça me permet en général, ça me permet de me surpasser. Après, c'est sûr qu'on fait tous des erreurs des fois et des bourdes, mais en général, la pression, ça me permet de mieux jouer, donc quand il n'y a pas de pression. Ça te permet de sauter de la plus haute tour du monde? Ça, c'est très difficile, la plus haute tour du monde. C'est la pression parce qu'en plus, ils ont fait du chantage et tout, et il y a une fille de PokerStars, Céline Aline, qui l'a fait, et elle dit que si je le fais pas, elle est dans une interview parce que c'est trop facile, et puis c'est trop mauvais pour pas le faire. Donc, c'était super dur parce que j'ai peur du vide, je sais pas pourquoi. En plus, c'est un peu. Ça n'a aucun sens comme peur parce que c'est une des choses. Surtout sauter de Macao, la tour, c'est une des plus sécurisées au monde, je pense. Il n'y a jamais eu d'accident, ça fait genre 5-6 ans que c'est ouvert ou plus. Et j'ai eu d'accident il y a 3 cas, donc c'est sûr que j'allais pas m'écraser par terre, mais en fait, quand tu vas mais bon, quand t'es devant, c'est haut. 233 mètres, c'est très haut. Ce genre de pari que tu fais, t'es connu pour le faire avec tes amis. Est-ce que tu fais ça pour essayer de te surpasser, d'aller encore un peu plus loin? C'est plus une histoire de plaisir et de buzz? Pourquoi tu fais ça? C'est plus pour le dépassement de soi-même, les défis. J'adore les défis en fait. J'adore essayer de repousser les limites à chaque fois, essayer des choses nouvelles. C'est ça, et aussi principalement pour ça. Après, c'est toujours marrant aussi de montrer à mes amis. Ouais, principalement pour me motiver aussi. En tant que motivation, c'est de me fixer des défis et autres, c'est la meilleure motivation possible pour moi. Tu es aussi connu, on va dire, pour ton physique. Tu as toujours eu des coiffures particulières, un style particulier. Est-ce que, on sait que ça a trait à ton personnage, est-ce que tu t'es aussi rendu compte que ça t'a permis d'être plus rapidement et plus facilement identifiable dans le monde du poker? Est-ce que tu en as joué à un moment donné? Peut-être un petit peu plus dans les jeux vidéo que le poker, mais au poker un petit peu aussi, je pense. C'est vrai que d'avoir sa propre image et tout, c'est important et c'est quelque chose. Mais en fait, j'y prends du plaisir aussi. J'aime bien changer de look et j'aime bien y porter un petit peu d'attention. Et quand j'ai un peu peur de la monotonie et de l'ennui en fait. Et si je porte toujours la même chose tout le temps, c'est trop. Comment dire. Trop classique au bout d'un moment. Oui, trop classique et j'aime bien changer, être un peu excentrique et ça me fait plaisir. Ouais. Bon, ça fait maintenant de longues années que tu es sponsorisé par PokerStars, la plus grosse room du monde. Le fait, toi, d'être sponsorisé, est-ce que ça te rassure ou est-ce que arriver à
entre guillemets ton niveau, c'est moins important. Bon, c'est pas pour des questions de sécurité, c'est plus pour une question que je suis fier d'être associé à PokerStars. J'adore la marque PokerStars depuis le début. En fait, je pense que même à l'époque où il y avait la concurrence et autres, j'ai toujours des excellentes relations avec PokerStars, et je pense que c'est vraiment avec PokerStars on a des valeurs que je partage vraiment, des valeurs éthiques et autres principalement, donc de respect du joueur, de respect du jeu de poker même en lui-même. Donc ça me fait particulièrement plaisir d'être associé à eux, et je pense que c'est pour développer le poker aussi, je pense que c'est la meilleure chose, parce que j'essaie vraiment d'être ambassadeur de poker. Je pense que c'est un petit peu un rôle qui me revient, donc j'essaie de faire de mon possible, et donc je pense que travailler avec PokerStars aussi c'est clairement la meilleure chose pour ça. Donc je suis très fier de mon partenariat avec PokerStars depuis toutes ces années, et d'être aussi un des joueurs majeurs. Un des joueurs majeurs, c'est sûr, mais aussi un des joueurs les plus anciens chez PokerStars, parce que j'ai signé en juin 2006 en fait. Je crois qu'on était que 7 à l'époque, et maintenant il n'y a plus que de l'équipe initiale, je crois qu'il n'y a plus que Chris Moneymaker. Et toi? De l'époque où j'ai signé, il me semble. Ça fait de légende, quoi. De tes trois victoires les plus marquantes, WPT, EPT et WSOP, est-ce qu'il y en a une des trois qui reste particulièrement en ton cœur plus qu'une autre? C'est difficile parce que ce sont tellement différents tous trois. Je pense que l'EPT des Bahamas en 2008, c'était quand même ce qui m'a le plus marqué, parce que c'était vraiment à ce jour, c'est toujours aussi mon plus gros gagnant tournoi, mais surtout c'est le plus gros tournoi que j'ai gagné au niveau du nombre de joueurs, au niveau de l'importance et autres. C'est vrai que comme c'était le premier, je pense que c'est toujours le plus marquant aussi. T'es un joueur, donc t'es un des joueurs les plus connus du monde, t'es aussi un des joueurs pour qui le cercle privé rentre un peu dans les médias, parce qu'on parle un peu de toi aussi hors cadre. Est-ce que c'est embêtant pour toi qu'on puisse parler de tes relations de couple, ou peut-être de soirées où tu as envie d'être un peu plus tranquille? Est-ce que pour toi ça fait partie du jeu, ou est-ce que c'est un petit peu plus embêtant pour toi? Non, c'est pas embêtant en fait. Après, j'ai rien à cacher, et je suis fier de tout ce que je fais, j'espère, sauf si je trouve des fois, mais ça arrive plus trop, donc ça va. Mais je pense que ça fait partie du jeu, et après, c'est vrai que c'est un petit peu la rencontre d'Alvar au tout début, quand je jouais aux jeux vidéo, c'était un peu bizarre justement d'être reconnu tout le temps, et puis plein de questions comme ça, mais après, c'est vrai que j'ai appris l'habitude, j'ai pris l'habitude en fait, donc ça ne me pose pas de problème particulier. Après, surtout que comme je suis plutôt tranquille. Ouais, je suis tranquille, et c'est pas comme si j'avais des choses que je voulais cacher ou autre, donc j'ai rien à cacher, j'ai rien dont je ne suis pas fier, ou des choses donc ça me pose pas de problème pour ça. Tu as aussi la bonne réputation d'être quelqu'un de très accessible. Même moi, je l'ai vu quand on s'était croisé une première fois au WSOPE, tu refuses pas une photo alors que tu es en plein tournoi, etc. Est-ce que c'est difficile, entre guillemets, de ne pas prendre un peu la grosse tête quand même, quand on commence à être au moins extrêmement connu dans ce milieu-là, et de dépasser un peu les frontières? C'est pas toujours facile, ouais, c'est sûr. Ça peut, Il y a des moments où tu as envie un peu de péter les plombs, entre guillemets? Non, j'ai jamais envie de péter les plombs, non, pas particulièrement, non. Après, c'est difficile parce que des fois on entend tellement de choses, en fait, quand on entend tellement de choses à propos de soi-même, on a tendance à y croire. Peu importe ce que c'est, on a tendance à y croire, mais ouais, c'est difficile de. Je vais jamais vraiment trop prendre la grossette, parce que c'est difficile, comment dire, de rester complètement les pieds sur terre. Des fois, c'est pas toujours facile. Mais c'est quoi Comment t'expliques le fait d'y être arrivé? C'est quoi? C'est le recul que tu as sur la vie de joueur de poker? C'est l'éducation qu'on t'a donnée? Je pense que l'éducation, ça va en faire partie, c'est sûr. Après, j'ai pas trop de recul sur la vie de joueur de poker. J'adore ce que je fais, et j'en profite un maximum, parce que c'est vraiment. Maintenant, je suis conscient aussi de la chance que j'ai d'avoir pu faire de une passion mon métier, en fait, et surtout avec autant de succès. Donc j'ai eu beaucoup de chance pour ça, et donc j'en suis vraiment reconnaissant, et j'essaie d'être je sais pas trop comment. C'est difficile à expliquer. Je pense. Après, c'est juste un truc de caractère, ça dépend des personnes, mais je pense que c'est l'éducation et mon entourage, je pense, qui m'aident beaucoup aussi. L'entourage, justement,
bon, tu connais tous les plus grands joueurs quasiment mondiaux. Tu as des joueurs avec qui tu as beaucoup d'affinités. On connaît ton amitié avec Eugène. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui tu es très ami dans le milieu du poker? Ami, mais très ami, c'est pas toujours facile, c'est pas extrêmement facile dans le milieu du poker, malheureusement. C'est vrai que plus, mais c'est pas toujours très facile, dans le milieu du poker parce qu'il y a quand même beaucoup de. Après, quand on voyage énormément déjà, on n'est pas très souvent ensemble, et en plus, quand c'est pendant les tournois, c'est difficile vraiment de socialiser et de créer des relations dans les tournois nous-mêmes parce qu'on est tellement concentré sur les tournois toute la journée, toute la semaine, mais en général, c'est assez difficile le poker. C'est un peu c'est un peu une des problématiques du poker. Ça. Tu as aussi parcouru les plus beaux endroits du monde. Actuellement, tu vis en Corée, si je dis pas de bêtises. À Londres. Tu as vécu en Corée? J'ai vécu à Corée, je suis rentré à Londres en 2008, je crois, 2007. 2008. Londres, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de joueurs qui disent que Londres c'est fabuleux. Et apparemment, c'est un vrai melting pot mondial. Ouais, c'est très sympa comme ville, c'est sûr que c'est une. Pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, la principale raison pour laquelle je suis en Corée, c'est parce que je faisais les EPT. Tous les EPT en fait à partir de ce moment-là, et donc c'était ingérable de faire les allers-retours entre l'Europe et l'Asie. Des fois c'est 2 semaines ou un mois, c'est trop de voyages encore. Donc pour les EPT et les FPS, maintenant la scène du poker principale, la plupart des tournois que je joue maintenant c'est quand même en Europe, entre les EPT, les FPS et autres, et donc c'est trop loin c'est impossible de vivre en Corée. Mais tu repenses des fois à repartir en Corée un jour si t'arrêtes? J'adore la Corée, je retourne assez souvent. J'y étais cet été, en fait, il y avait un de mes anciens colocataires qui s'est marié, donc j'étais retourné pendant 10 jours cet été, et j'essaie d'y aller au moins une fois par an, j'essaye, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas encore. J'adore la Corée, mais je pense que pour l'instant c'est pas réaliste de vivre là-bas du poker, parce qu'il y a très peu de poker. Il y a Macao qui est pas très loin, mais comme je me concentre beaucoup plus sur l'Europe en ce moment, c'est impossible. Et donc, Londres, parce que c'était au niveau des connexions internationales, c'est le plus gros hub d'Europe, donc pour ça c'était vraiment parfait. Et en plus, au début, j'aimais pas trop, mais c'est quand même c'est un gros melting pot, c'est super intéressant, il y a toujours quelque chose à faire. Après, c'est un peu dommage que le climat est très mauvais et je n'aime pas toujours particulièrement trop les Anglais, et des fois tout est cher et petit, c'est un peu dommage, mais sinon c'est quand même une ville très sympathique. J'aime bien les grandes villes en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire culturellement. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des choses à faire culturellement, il y a toujours plein de choses à faire, excitantes à faire, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc j'adore être dans les grandes villes, donc Londres c'est vraiment parfait pour ça. Donc tu es considéré comme un génie du poker. Est-ce que tu as une explication comme ça, on va dire, à cette différence que tu as avec le niveau moyen? Est-ce que genre, tu t'es demandé pourquoi toi, pourquoi aussi vite, pourquoi meilleur que les autres? Je me suis trop demandé ça, pourquoi en fait, mais je pense que mon passé genre de StarCraft en jeu vidéo, ça m'a énormément aidé pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui sont assez similaires en fait, parce que StarCraft aussi c'est un jeu d'information incomplète. Le seul paramètre qui est différent, c'est que StarCraft c'est un jeu de stratégie en temps réel, donc c'est-à-dire qu'en fait il faut être encore plus rapide dans ses actions au poker, parce qu'au poker on a le temps en fait, et si on met 5 secondes ou 1 minute pour prendre la décision, du moment que la décision est la bonne, en fait, il n'y a aucun impact. Alors qu'à StarCraft, en fait, s'il met plus de 2 secondes pour prendre une décision, c'est mauvais en général. Donc ça c'est différent, mais sinon le fait de l'information incomplète et la psychologie de deviner le prochain move de son adversaire en fonction de ce qu'on voit en fait, parce que je sais pas si tu as joué à StarCraft, mais à StarCraft c'est un petit peu, mais à moins bon niveau que toi. Il y a un fog of war en fait, et donc le fog of war c'est la partie que en fait on ne voit que la vision de nos propres unités en fait. Donc on ne voit jamais toute la base adverse, donc on ne sait jamais exactement ce que l'adversaire fait, on peut juste deviner en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît de l'adversaire, ce qui va être son prochain move. Il y a aussi des stratégies qui sont à la mode en ce moment, c'est un petit peu comme au poker, des stratégies ou des moves qui sont à la mode. Donc en fonction de ça, on peut deviner ce qu'il va faire et essayer d'être un petit peu, un step ahead. Être à contre-courant un peu aussi. D'avoir un peu d'avance sur lui en fait. Et donc ça c'est le plus important à StarCraft et donc ça aide vraiment énormément au poker aussi. Et aussi je pense que comme tous les jeux, toutes les compétitions à très très haut niveau, je pense que la pression elle est très importante à StarCraft aussi. Elle est même plus importante à StarCraft parce que quand je jouais à StarCraft, des fois j'ai joué dans des stades de 20 000 personnes
en Corée, donc quand on joue, et en plus ils tous sont tournois bien sûr parce que je joue contre un Coréen, donc dès que tu fais une erreur, t'as les 20 000 personnes qui commencent à te huer, t'explosaient et tout, donc par rapport à ça, jouer des tables finales de poker c'est vachement plus amis, je trouve. Tu t'es dit un jour que tu t'y remettrais peut-être à StarCraft ou quelque chose d'autre pour essayer de regagner des titres ou aller encore plus loin? J'ai essayé de jouer un petit peu à StarCraft 2 en fait au départ, et j'aime bien, mais j'ai fait quelques compétitions, mais je ne m'étais pas entraîné assez en fait, et malheureusement c'est impossible d'être au top. C'est impossible d'être au top dans deux domaines différents en fait, mais si je voulais vraiment avoir un niveau correct, il faudrait que je prenne au moins 3-6 mois en faisant que ça, donc pour l'instant, avec mon niveau mon emploi du temps dans le poker, c'est pas quelque chose de jouable. Dans le futur, pourquoi pas, je sais pas, j'aimerais vraiment bien, j'adore StarCraft, et j'aimerais vraiment bien être très bon à nouveau, mais c'est trop chronophage, tu peux pas, c'est difficile d'être au top mondial dans deux domaines différents. À propos de futur, est-ce que justement ça t'arrive de réfléchir au tien, de te projeter dans 5 ou 10 ans, de te dire là je vais peut-être essayer d'arrêter le poker à ce moment-là, je vais pas fonder une famille, ce qui est toujours extrêmement compliqué apparemment dans le poker. Souvent des joueurs arrêtent à cause de ça, dire oui ils sont brocs, oui ils arrêtent quand ils commencent à fonder une famille. Est-ce que toi tu penses à tout ça? J'y pensais pas trop pendant le plus long moment, pour être honnête, parce que j'ai jamais trop pensé au futur, et j'ai toujours pris la vie un peu comme elle venait, et en profiter au maximum, mais maintenant avec l'âge et avec ma nouvelle amie aussi, je pense que j'y pense un petit peu, mais je suis encore très indécis, je sais pas. En fait j'ai toujours eu, je me suis dit c'était un peu comme un StarCraft, j'adorais jouer à StarCraft, et après j'ai découvert le poker un jour, et puis le poker c'est encore mieux, et j'adore ça, parce que je joue au poker, et je me suis toujours dit si demain, je suis quelqu'un de très passionné en fait, donc si demain je trouve quelque chose qui me plaît plus que le poker, c'est que j'arrêterai le poker, donc c'est difficile de prévoir un aussi long terme pour moi, mais maintenant je suis pas un petit peu plus. Et le fait entre guillemets de prendre de l'âge, est-ce que ça te permet aussi de prendre du recul par rapport à ton métier, par rapport aux exigences, par rapport aux critiques aussi que tu peux subir? Pas trop en fait. J'ai réfléchi pas trop. T'as toujours fait de la passion qui... Ouais, j'ai réfléchi pas trop. Après les critiques, ça arrive déjà à StarCraft, j'ai très critiqué aussi des fois. Je pense que c'est quelque chose qui va forcément revenir quand on est dans le feu des médias. Je veux dire, ça arrivera forcément. Donc j'y porte pas trop attention non plus, parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour critiquer quoi qu'on fasse. De toute façon, il y a beaucoup de jalousie. Ça fatigue, voilà, ce que je vais te dire, ça fatigue quand même d'avoir des gens jaloux comme ça, souvent, parce que souvent c'est que de la jalousie en fait, les critiques. Non, pas trop, ça me dérange pas trop, j'ai vraiment l'habitude, et je suis capable de pas y faire attention. En fait, je sais que principalement la jalousie, et qu'elles sont pas fondées, et c'est pas comme si j'ai rien à me reprocher, donc ça me dérange pas particulièrement. Après, mais en plus j'ai vraiment de la chance que j'ai beaucoup de fans et de supporters qui sont vraiment très gentils, qui m'entourent tout le temps, et donc ça contrebalance les critiques aussi. Est-ce que des fois tu réfléchis un peu à l'avenir du poker, aux transformations qu'il peut y avoir au niveau du jeu? Par exemple, tu as le poker chinois en ce moment qui de plus en plus devient à la mode. Tu as le Homa dont on parle, même si en France, bon, ça va pas trop, c'est pas ce qui marche le plus, mais est-ce que toi tu vois des nouveautés arriver ou des changements un petit peu dans la manière de faire le poker? Disons, ou de le jouer même. Ouais, les manières de jeu, c'est sûr qu'il y a toujours des changements en permanence, parce qu'en plus le poker des joueurs ont de plus en plus d'expérience. En fait, il y a de plus en plus de moyens maintenant avec l'évolution. Il y a toujours de plus en plus de moyens d'apprendre en fait, qui sont toujours plus évolués. Il y a plein de sites de coaching vidéo et autres, donc il y a énormément d'informations sur internet et autres pour apprendre, et donc le niveau de jeu il augmente en permanence. Donc ça c'est clairement quelque chose que je vois tout le temps, parce que je sais que le tournoi il y a même 3-4 ans par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir en fait. Le niveau de jeu a énormément augmenté. Est-ce que justement par rapport à ça, certains professionnels un petit peu en off disent que le niveau entre guillemets maintenant, surtout dans les tournois tels que toi tu joues, les EPT, les WPT, les WSOP, le niveau est tellement en train de monter que là finalement c'est la chance qui est en train de prendre le pas sur la technique. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, ou est-ce que tu penses que la technique a encore sa place? Je pense qu'il y a encore, je pense que c'est toujours une part des deux. Après c'est très difficile d'analyser la part de chance sur un seul tournoi, sur un tournoi ou sur quelques tournois, elle est très importante c'est sûr, mais je pense que la technique est toujours primordiale aussi, et c'est pas comme si le poker c'était un jeu, c'est pas un jeu où on connaît le coup parfait, c'est pas comme le backgammon par exemple, on sait jamais le coup parfait, il y a tellement de paramètres que c'est déjà que
perfectible, donc c'est pas comme si tout le monde jouait parfaitement et qu'il n'y a plus de la chance, tout le monde fait des erreurs encore. Personnellement, j'en fais aussi beaucoup et je suis sûr que tout le monde fait des erreurs quand il joue dans chaque tournoi, donc je pense que la technique, je crois vraiment que c'est encore le plus important, c'est sûr. Même s'il y a une part de chance, mais après, faut l'accepter, et maintenant j'arrive mieux à accepter la part de chance et de variance quand même. Tu as connu des années fastes. Cette année, tu dis toi-même que c'est une année un petit peu plus difficile que les autres. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que c'est la variance et qu'à un moment donné, ça touche tous les grands joueurs, ou est-ce que tu penses que c'est lié à, je sais pas, trop d'obligations ou un autre état d'esprit ou la vie, tu vois ça comment toi? Je pense que c'est la variance, principalement la variance quand même, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression de certains tournois, je suis un petit peu fait des fautes de concentration et un petit peu plus que d'habitude, mais je pense que c'est aussi inconscient que quand on est dans un swing ou un bad run, je pense que inconsciemment en fait on va faire plus d'erreurs qu'en période normale en fait, et je pense que c'est l'inverse quand on est en plein rush et qu'on gagne du tournoi. Après on a plus confiance en soi et on va jouer encore mieux que ce qu'on jouera normalement, donc je pense que c'est ça aussi qui fait un peu partie. Et après, niveau des obligations et autres, je pense pas que ça change, parce que c'est pas comme si j'avais plus d'obligations que l'année dernière. C'est pas grand chose qui a changé depuis l'année dernière par exemple. Les deux dernières années, j'ai eu une très bonne année et 2013 c'était pas terrible, donc je pense que c'est la variance, j'espère que c'est la variance, et je sais aussi que ça arrive à beaucoup de joueurs. Par exemple Philali, il a pratiquement rien fait non plus cette année, je crois. Il a dû faire un catch sur 40 événements en World Series, alors qu'il a fait 4 tapis dans une semaine l'année dernière, donc c'est bien pour dire que... Même Daniel Negreanu, pendant on va dire un an et demi, faisait plus grand chose avant d'avoir son rush. Ouais, ça arrive toujours par rush, parce que tous les grands joueurs ça arrive un peu comme ça, donc je pense que l'année prochaine sera bien meilleure. Tu parlais des grands joueurs, est-ce que de tous ceux que tu as connus, est-ce que tu en as peut-être un, deux, trois qui t'ont vraiment impressionné et qui t'impressionnent toujours d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment te laissent pour toi quand tu les vois jouer, tu dis là quand même c'est fort? Disons, Negreanu il est impressionnant, mais pas bien sûr que c'est un très bon joueur, mais pas tant dans sa technique que de la manière il arrive à parler, dire les informations qu'il arrive à se tirer de ses adversaires à table en parlant, ça c'est impressionnant, mais peut-être que d'autant plus impressionnant que c'est quelque chose que j'ai pas trop à mon... Comment dire, toi dans ton bagage, c'est pas dans mon éventail, je parle pas trop à la table en fait. Je parle un petit peu des fois si je connais les joueurs, mais sinon je vais pas essayer de... C'est quelque chose qui est un petit peu différent de mon mode de fonctionnement aussi, parce que j'ai commencé à jouer sur internet, et donc bien sûr sur internet tu peux avoir l'information en chatant, et donc j'ai un moyen d'avoir des informations un peu différent du sien, donc c'est pour ça que je trouve impressionnant qu'il puisse de faire ça en permanence, et toutes les informations qu'il arrive à sortir avec ça. Et dans les joueurs français, hormis toi forcément, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs qui t'impressionnent ou pour qui tu as un vrai respect en tout cas? C'est difficile comme question. Il y a tellement de bons joueurs en France, surtout depuis maintenant. Je pense que Ludovic Laquet, c'est celui pour il est plus de la faire après, mais bon, je respecte tous les joueurs français, c'est difficile mais c'est assez difficile. Roger qui gagne 2 bracelets, ça te fait quoi? Ça te fait plaisir parce que c'est la France, donc ça cocorico, ou ça t'emmerde parce que tu te dis moi je voulais le faire en premier? Non, ça fait plaisir. C'est surtout c'est vrai que c'est incroyable aussi, parce qu'il a un style de jeu qui est très différent de la norme, entre guillemets, on va dire, ce qui est en ce moment. Et donc qu'il soit capable de gagner 2 bracelets, c'est vraiment c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle, c'est une bonne chose, et ça montre aussi que tout le monde, c'est bien en plus au poker, c'est que tous les styles de jeu peuvent gagner et que tout le monde a vraiment une chance de gagner, donc ça c'est une très bonne chose pour ça. Dernière question Bertrand, le jour où tu arrêteras le poker et que les futures générations vont parler de toi, et je pense qu'elles parleront de toi parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, tu fais partie des quelques légendes du poker dans le monde, tu as envie qu'on dise quoi sur le joueur et tu as envie qu'on dise quoi sur l'homme? Heureusement j'ai pas encore envie d'arrêter le poker, mais j'espère que j'irai sur le joueur. J'espère qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur les deux. Après, j'espère qu'ils pourront dire que je dois être au top niveau tout le long de ma carrière, qui me tient plus à cœur. Bien sûr j'adore le poker, mais je pense que si un jour je me sentirai un peu dépassé, je ne serai plus un des meilleurs, je pense que
me fait un peu mal au cœur et j'aimerais pas vraiment continuer encore. Donc j'aimerais vraiment qu'ils disent que j'ai pu être un des meilleurs tout au long de ma carrière et ça je pense que c'est le plus important au niveau des joueurs. Et en tant qu'homme? En tant qu'homme, je pense que j'aimerais bien avoir laissé la meilleure image possible de moi-même en tant qu'ambassadeur du poker, parce que je pense que c'est un cœur, essayer de faire un maximum pour le poker et essayer d'être capable de rester le même tout au long des années et d'être le meilleur avocat possible du poker, j'espère. Bertrand, c'était un honneur de te recevoir, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Loïc. Et puis j'espère te revoir quand on aura fait un deuxième Triple Crown. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci Bertrand. Super, Loïc.